Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. Je suis très enthousiaste aujourd'hui car je suis rejoint par Alex Cranor, un analyste de marché et auteur, et également un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. Bonjour Alex, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin, j'attendais cela avec impatience. Merci de m'avoir invité, Glenn. C'est un honneur de vous rejoindre des scènes et je salue tous vos téléspectateurs et auditeurs. Eh bien, l'une des raisons principales pour lesquelles je veux vous parler est que le monde change très rapidement. Et pourtant, il y a souvent cette pensée commune que tout est plus ou moins défini par la géopolitique plutôt que par la géoéconomie. Nous voyons que la rivalité des grandes puissances aujourd'hui est en grande partie définie par l'économie, pas seulement par la puissance militaire. Je voulais vraiment avoir votre avis sur l'avenir de l'Occident politique en tant qu'entité, car nous voyons que le monde change toujours, et parfois il change assez rapidement et de manière spectaculaire. Pourtant, il semble toujours y avoir cette hypothèse que les conditions du moment présent sont d'une certaine manière permanentes, comme si les choses ne changeraient pas. Je suppose que l'unité de l'Occident politique, formée dans des conditions très uniques après la Seconde Guerre mondiale, n'est pas nécessairement une construction stable. Il y a des intérêts très différents. L'unité reposait sur une répartition internationale du pouvoir très unique. J'ai même publié un livre en 2021 intitulé « L'Europe comme la péninsule occidentale de la Grande Eurasie, région géoéconomique dans un monde multipolaire ». Le sujet principal était que l'Europe aurait beaucoup de mal à s'adapter à la multipolarité. L'hégémonie collective de l'Occident ne fonctionnerait plus dans de telles conditions. À l'époque, il était difficile de soutenir que d'énormes changements allaient se produire. Cela pourrait séparer les États-Unis de la Russie et fragmenter l'Europe elle-même. Mais il semble que nous nous dirigions maintenant dans cette direction. Alors je me demandais, de votre point de vue économique et aussi dans cette analyse géostratégique, que voyez-vous se passer avec l'Occident en ce moment? Pouvez-vous expliquer la fragmentation que nous observons? Eh bien, d'accord, je considérerais cela de deux côtés. L'un serait, disons, de regarder le dénouement du système d'après-guerre mondiale 2, que l'on nous a amené à croire comme étant presque permanent. Cela a conduit à un moment unipolaire où nous étions encouragés à penser que c'était la fin de l'histoire telle que nous la connaissions parce que maintenant tout était si parfait. Cela resterait ainsi pour toujours. Mais je pense qu'il y avait quelque chose d'incohérent dans cet ordre, donc il était intrinsèquement instable. Et je pense qu'il s'effondre maintenant sous le poids de ses propres contradictions. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'alliance qui a prévalu était l'alliance de l'Union soviétique, des nations occidentales et des États-Unis. Mais ensuite, pour des raisons difficiles à comprendre, les Britanniques ont en quelque sorte mis un frein à cette alliance. Autant que je sache, la première expression explicite de cela a été le discours de Fulton de Winston Churchill en 1946, prononcé en présence du président Harry Truman, dans lequel il a dit explicitement que l'Union soviétique était l'ennemi de l'Occident. La même Union soviétique qui, quelques mois auparavant, avait finalement vaincu l'Allemagne nazie. 3 ans plus tard, nous avons eu la formation de l'Alliance de l'OTAN, puis une lente et progressive escalade de la guerre froide jusqu'à ce que l'Union soviétique ne soit plus. 2 blocs se sont formés, le bloc occidental et le bloc oriental, le bloc capitaliste démocratique et le bloc communiste autocratique. En 1991, l'Union soviétique s'est effondrée, tout comme la plupart des autres pays socialistes du pacte de Varsovie. Et maintenant, même la dimension idéologique de cette division de la guerre froide n'était plus là.
Mais néanmoins, l'alliance de l'OTAN ne s'est pas dissoute et n'a pas déclaré la victoire. Ils ont continué à se diriger vers la Russie. De là est venue une escalade vers d'abord la guerre froide 2.0. Et maintenant, nous avons en fait une guerre chaude par procuration qui pourrait s'intensifier en une troisième ou quatrième guerre mondiale, ou, vous savez, quel que soit le numéro approprié. Et donc voilà, je pense que la contradiction était qu'il y avait cette division artificielle qui était presque imposée, que l'Occident devait s'opposer à la Russie. Et puis même après que les raisons idéologiques de cette division aient disparu, la division est restée. C'est-à-dire que l'opposition, l'antagonisme entre l'Est et l'Ouest demeure. Et donc, vous savez, pour moi, j'ai grandi dans l'un des pays qui a souffert de ce sort, tel l'ex-Yougoslavie. C'était aussi un pays socialiste sous un régime communiste, à parti unique. Et lorsque, au début des années 90, tout ce monde socialiste s'effondrait, nous avons également eu des guerres de succession, et le pays s'est désintégré. Et depuis lors, je n'ai pas vraiment compris pourquoi tout cela s'est produit, comment ça s'est passé, et quelles étaient les incitations ultimes, les principes moteurs derrière tout cela. Cela m'a pris pratiquement toute ma vie pour le comprendre. Mon attention s'est portée sur le système bancaire, sur le système financier. Je pense que son siège reste la City de Londres, avec des satellites plus ou moins importants comme Paris, Wall Street, Francfort, Rome, Tokyo, etc. Et donc j'essaie de m'expliquer ce qui cause ce comportement agressif. Qu'est-ce qui pousse l'Occident, supposément toutes des démocraties libérales, à être toujours engagé dans des guerres? Pas tous, bien sûr, vous savez, peut-être pas tant le Danemark ou l'Autriche, mais particulièrement l'axe anglo-américain. Pourquoi sont-ils toujours en guerre? Le fait empirique est qu'entre 1946 et aujourd'hui, les États-Unis ont initié plus de 80% de tous les conflits militaires internationaux dans le monde. Donc, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Les Américains votent toujours contre les guerres. Ils votent toujours en faveur de candidats qui leur promettent la paix, vous savez, plus de construction de nations et ainsi de suite, mais ils obtiennent toujours plus de guerres. Alors, quelle est la raison? Et je pense que la raison est, pour le dire en un mot, collatérale. Donc, cela retombe sur nos systèmes financiers que nous avons dans la plupart des pays du monde aujourd'hui, où l'argent est mis en circulation sous forme de dette, presque exclusivement. Donc pas de dette, pas d'argent. Et pour que les institutions bancaires puissent émettre de la dette, elles ont besoin de garanties, n'est-ce pas? Vous devez donc toujours fournir des garanties sur la base desquelles une banque peut émettre du crédit. C'est la seule façon dont je pense que quelque chose comme 87% de tout l'argent en circulation entre jamais en circulation. Et puis nous avons le problème suivant. Seul le principal de ce prêt entre en circulation, mais il doit être remboursé avec des intérêts, n'est-ce pas? Donc, disons que si vous achetez une maison, si vous obtenez un prêt typique, je ne sais pas, vous empruntez 100 000 € ou un demi-million d'euros, quel que soit le montant, sur la durée de ce prêt, vous devrez payer environ le double du montant, n'est-ce pas? Donc, si vous empruntez un demi-million, vous devrez rembourser 1 million entier, sauf que l'autre demi-million n'est jamais entré en circulation. Vous devez le gagner. Et comment pouvez-vous le gagner? La seule façon pour que cet argent existe est que d'autres personnes contractent des crédits. Et ainsi cet argent entre en circulation, et vous devez gagner cet argent par des transactions pour pouvoir rembourser votre propre prêt. Donc, le système est en fait un système de Ponzi, dans le sens où il doit toujours croître pour rester stable. Il doit toujours attirer de plus en plus de garanties dans le système afin d'émettre de plus en plus de prêts pour que tous les prêts existants soient même remboursables.
Mais ce qui se passe dans tout système économique fermé, c'est qu'à un moment donné, vous allez le saturer avec de la dette. Il n'y a plus d'autres garanties dans le système. Je pourrais lever autant de dettes, mais je ne pourrais pas lever $1 milliard de dette, n'est-ce pas? Parce qu'aucune banque ne me donnerait ce crédit. Et cela crée l'incitation à chercher des garanties à l'étranger. Le système de gouvernance qui s'est formé autour de ce système monétaire crée des incitations très fortes à coloniser, à aller dans d'autres pays, à les subjuguer et à prendre leurs richesses en ressources comme garantie. Cela signifie que vous finissez par devoir soit contrôler le processus politique dans le pays, les présidents, les premiers ministres, les armées, la police secrète et tout cela. Ou vous devez subjuguer l'armée. Vous devez les conquérir, n'est-ce pas? Et ensuite, vos institutions bancaires peuvent y aller et dire « Oh oui, l'Arabie Saoudite a tout ce pétrole. Eh bien, nous allons envoyer nos entreprises pour développer ces ressources. » De cette façon, ce seront nos banques qui financeront ce développement. Ce qui signifie effectivement que les ressources à l'étranger, que ce soit en Arabie Saoudite, en Amérique du Sud, en Russie, au Kazakhstan ou ailleurs, deviennent la garantie sur la base de laquelle nos propres banques nationales émettent du crédit à leurs propres clients. La partie de l'équation que nous voyons parce qu'elle est visible, ce sont ces grandes entreprises mondiales comme BP, Shell, Exxon, KBR, Halliburton et des centaines d'autres entreprises étrangères qui vont à l'étranger pour développer des ressources étrangères. And they develop foreign resources. But the part that we don't see is that actually most. Mais la partie que nous ne voyons pas, c'est qu'en réalité, la plupart des richesses ainsi extraites par ces entreprises, effectivement des colonies, vont en fait vers les centres bancaires en Occident, Paris, Londres, Wall Street, etc. Et c'est là que tout le système d'incitation pour notre système de gouvernance prend son origine. Cela a été ainsi en Occident. Cela a défini la civilisation occidentale, et cela remonte, selon la façon dont vous souhaitez le définir, à 500 ou 600 ans, ou vous pourriez même remonter jusqu'à l'Antiquité grecque. Le même principe a transformé la Grèce en empire, puis les banquiers grecs ont migré à Rome, et ce système a transformé Rome en empire. Ensuite, il a réémergé à Venise au Moyen Âge, et il a donné naissance au système bancaire lombard. In the Middle Ages, and then it gave rise to the Lombard banking system, and then the Venetian bankers migrated to Amsterdam. Ensuite, les banquiers vénitiens ont migré à Amsterdam et ont donné naissance à l'Empire néerlandais. De là, ils ont migré à Londres, ce qui a donné naissance à l'Empire britannique, qui, contrairement à ce qu'on nous enseigne à l'école aujourd'hui, est toujours bien vivant. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus évident, car même dans l'épisode historique actuel autour de l'Ukraine, nous voyons que les États-Unis se sont retirés et que Londres a pris le rôle de soutien à l'Ukraine. Ainsi, l'Empire d'aujourd'hui est, disons, une sorte de réincarnation non morte de l'Empire britannique. L'impératif géopolitique de l'Empire britannique a été de maintenir l'hégémonie sur le continent eurasiatique. To maintain hegemony over the Eurasian landmass. And as we know from the theses that were formulated Et comme nous le savons d'après la thèse formulée par Halford Mackinder il y a plus d'un siècle, la manière dont ils envisageaient de le faire était d'empêcher l'émergence d'un empire terrestre qu'ils supposaient être la Russie. Mackinder décrit cela comme la zone pivot dans son article de 1904 intitulé « Le pivot géographique de l'histoire ». Il l'a ensuite reformulé en tant que théorie du Heartland. De là, nous obtenons qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle le Heartland, qui contrôle le Heartland contrôle l'île-monde, qui est la masse continentale eurasiatique, et qui contrôle l'île-monde contrôle le monde. Ainsi, en remontant, le contrôle de l'Europe de l'Est a été crucial pour l'Empire britannique depuis le début des années 1900 et même avant. Since the early 1900s and earlier still. And so, Ainsi, pendant la période précédant la Première Guerre mondiale, l'idée était de faire de l'Allemagne l'hégémon régional pour contrôler l'Europe
l'Europe centrale et orientale, et ainsi contrôler le Heartland et l'île-monde. Cette stratégie a échoué. Maintenant, le plan B est d'utiliser l'Ukraine comme hégémon régional pour contrôler l'Europe de l'Est et l'utiliser pour démanteler la Russie, puis contrôler le Heartland et l'île-monde. Nous assistons maintenant à l'échec de cette deuxième tentative, mais je m'attends à ce qu'ils n'abandonnent pas si facilement. Lorsqu'ils auront fini de se battre jusqu'au dernier Ukrainien, ils tenteront de se battre jusqu'au dernier Roumain, Bulgare, Tchèque, Hongrois, Polonais, Estonien, et ainsi de suite. C'est intéressant. Les gens ne réalisent pas à quel point la théorie du Heartland de Mackinder a été centrale. Si vous parcourez les documents stratégiques des États-Unis tout au long de la guerre froide, ces références au Heartland eurasien apparaissent constamment, s'assurant qu'aucun hégémon puissant ou groupe d'États ne commence à coopérer pour défier l'Europe. Eh bien, d'abord les Britanniques, mais ensuite, bien sûr, les États-Unis, même après la guerre froide, lorsque la doctrine Wolfowitz est apparue. Dans ce document, au début de 1992, ils ont appelé à ce monde hégémonique, enfin unipolaire, comme comment cela peut-il être soutenu. Et même alors, ils se réfèrent à la théorie du Heartland, c'est-à-dire nous devons nous assurer que rien n'apparaît dans le Heartland. Cela doit devenir la zone de l'OTAN. Et donc, vous savez, c'est intéressant parce que ce pivot géographique de l'histoire est une idée qui a vraiment perduré si longtemps. Mais comme nous le voyons maintenant, historiquement pour les Britanniques, cela signifiait garder les Allemands et les Russes séparés, parce que ces deux puissances en Europe formeraient ensemble ce pouvoir central dominant. Et en effet, c'est aussi un peu la blague que les Britanniques ont rejoint l'UE Member pour s'assurer qu'elle ne serait jamais trop fonctionnelle, afin qu'ils puissent créer des divisions ici et là. Mais il ne semble pas que nous nous soyons vraiment adaptés à ce qui se passe maintenant. Car en poussant la Russie vers l'Asie, encore une fois, pendant la première guerre de Crimée, dans les années 1850, cela signifiait pousser la Russie vers l'Asie pour la rendre économiquement arriérée et inutile. Mais de nos jours, pousser la Russie vers l'Asie signifie la mettre directement entre les mains de la Chine, qui n'est pas la deuxième Allemagne. C'est l'Allemagne avec tous les stéroïdes du monde. C'est une économie massive. Mais c'est ce que je veux dire. Maintenant que le monde est en train de changer, vous voyez les Russes avec l'économie chinoise. L'Union européenne, comment peut-elle encore rivaliser maintenant? Parce que les technologies clés, les principaux corridors de transport, les banques, la monnaie, tout ce qui était presque un monopole complet de l'Occident collectif est maintenant en train de se perdre. Alors, comment pensez-vous que les Européens, par rapport aux Américains, vont réagir à ce nouveau monde qui prend forme? Eh bien, je pense que nous sommes bloqués à moins, et jusqu'à ce que le leadership dans les grandes puissances européennes ait changé radicalement. Par là, je veux dire qu'en Allemagne, vous devrez probablement avoir un gouvernement dominé par l'AfD, qui a déjà déclaré qu'il se retirerait de l'OTAN et de l'Union européenne, et des gouvernements similaires devront prendre le pouvoir dans d'autres nations, en particulier en France. En revenant à la théorie de Mackinder, vous avez tout à fait raison. Cela est toujours très présent, et cela a vraiment déterminé la géopolitique telle que nous l'observons aujourd'hui. Dans les années 1930, les Britanniques avaient leur concept géopolitique du monde en 3 blocs, et leur politique envers l'Allemagne en découlait. Ils avaient une politique en 7 points qu'ils ont communiqué au gouvernement de Hitler. À partir de 1937, ils ont également communiqué au gouvernement allemand ce concept de 3 blocs, où en gros, le monde serait divisé en 3 zones principales. La zone euro-atlantique, avec la Grande-Bretagne la dominant, en coopération avec les États-Unis, dominant l'Europe
en alliance avec l'Allemagne, puis dominant l'Asie de l'Est en alliance avec le Japon. Ce même concept a ensuite été pratiquement transplanté dans la politique étrangère américaine. Le concept des trois blocs est la raison pour laquelle la commission trilatérale est appelée trilatérale. Elle a été fondée par Zbigniew Brzezinski et Henry Kissinger. Et puis, l'idée de dominer, l'idée de Mackinder de dominer la masse continentale eurasienne passe également par les mêmes disciples, Kissinger et Brzezinski. La dernière fois que je l'ai entendu formuler explicitement dans une discussion de politique étrangère, c'était lorsque le sous-secrétaire d'État aux affaires européennes et eurasiennes sous Trump, Wes Mitchell, qui a succédé à Victoria Nuland à ce poste, a donné un briefing au Comité des relations étrangères du Sénat américain. Il a dit explicitement que la priorité numéro 1 de la politique étrangère de l'administration est de maintenir la domination des États-Unis sur le continent eurasien et qu'il coopère très étroitement avec notre allié, le Royaume-Uni. C'est donc enregistré depuis 2019, c'était pendant la dernière année de la première administration de Donald Trump. Je pense que cela change maintenant. Je pense que l'administration Trump a pris un tournant radicalement différent, y compris en politique étrangère. Je pense que l'échec en Ukraine en fait partie. Pas nécessairement que l'échec les ait dissuadés, mais je pense que l'échec en Ukraine a révélé quelle était la stratégie secrète depuis le début. Pendant longtemps, beaucoup de gens pensaient qu'il s'agissait de défendre l'ordre d'après-guerre, la liberté, la démocratie, la souveraineté, l'inviolabilité des frontières, et ainsi de suite. Eh bien, vous savez, le secrétaire d'État Rubio, lorsqu'il est apparu devant le Congrès lors de ses auditions de confirmation, a explicitement déclaré que l'ordre d'après-guerre est plus qu'obsolète et qu'il est maintenant utilisé comme une arme contre nous, c'est-à-dire contre les États-Unis. Je pense que cette déclaration aurait dû provoquer beaucoup plus de remous, car je la trouve absolument spectaculaire. Marco Rubio n'a pas inventé cela lui-même. C'est la position de l'administration Trump. Et donc c'est un changement radical par rapport à l'ordre d'après-guerre tel que nous le connaissions. Nous sommes maintenant en territoire complètement inconnu, et les développements auxquels nous pouvons nous attendre à partir de maintenant vont être très très différents du monde que nous connaissions jusqu'à présent. Comment interprétez-vous la remarque de Marco Rubio selon laquelle l'ordre d'après-guerre est utilisé contre les États-Unis, étant donné que cela était censé être le fondement de sa domination? Eh bien, vous savez, cette domination a eu un prix très très élevé. Donc, les États-Unis, eh bien, vous savez, pour tous ceux qui sont assez vieux pour se souvenir du film Mad Max 3, il y avait ce duo Maître Blaster, n'est-ce pas? C'était un grand géant musclé et stupide qui avait un petit nain décrépit sur son dos le dirigeant pour détruire des choses. Et donc pour moi, c'est la métaphore parfaite de la relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Les États-Unis ont fait tout le gros du travail, les combats et le financement de l'Empire, en maintenant les bases militaires à travers le monde à un coût énorme pour le peuple américain, pour le contribuable. Cela a largement épuisé la prospérité américaine. Cela l'a affaibli militairement. Cela l'a affaibli socialement. Cela l'a même affaibli politiquement et diplomatiquement dans le monde entier. Donc vous savez, il y a une certaine élite, disons corporative et bancaire, qui en a énormément profité. Mais ce n'est pas le pays dans son ensemble. Le pays a un énorme fardeau de la dette qu'il aura beaucoup de mal à résoudre à cause de tout cela. Et le coût de maintien de l'Empire ne cesse d'augmenter. Mais c'est seulement un segment très étroit de la société qui en bénéficie.
But it's only a very narrow segment of the society that's benefiting from that, and most of the beneficiaries are actually Et la plupart des bénéficiaires ne sont en fait pas aux États-Unis. Ils sont en Europe et au Royaume-Uni. Donc nous avons, vous savez, l'exemple évident du coût de maintien de l'Empire, les 800 ou 900 bases militaires à travers le monde, qui ne sont pas là pour assurer la liberté et la démocratie dans ces pays, mais pour s'assurer que les contrats pour l'extraction des richesses naturelles de ces pays sont attribués aux entreprises occidentales ou à d'autres clients des institutions bancaires occidentales, du FMI, de la Banque mondiale ou d'autres institutions bancaires privées. Et puis il y a aussi le fait que nous voyons très clairement maintenant avec l'exemple de l'Ukraine, où il est très évident que les principaux bénéficiaires de la guerre ukrainienne sont les puissances européennes et la Grande-Bretagne, qui sont maintenant très désespérés de garder les États-Unis engagés. Sans les États-Unis, comme Boris Johnson l'a récemment dit dans une interview à Kiev, pas un centime de tous ces profits de l'Ukraine ne pourra affluer vers l'Ouest. Eh bien, cela signifie que les États-Unis doivent continuer à financer l'Ukraine et à fournir un soutien militaire. Que signifie garantir la sécurité de l'Ukraine? Cela signifie que vous pourriez finir par entrer en guerre avec la Russie si la Russie attaque les intérêts occidentaux en Ukraine. Donc, le bénéfice pour les États-Unis est très douteux. On leur propose cet accord sur les minéraux de terres rares qui vaudrait soi-disant 500 milliards de dollars. Ce chiffre provient de Volodymyr Zelensky, mais il est très douteux que ces minéraux existent même dans la partie de l'Ukraine encore contrôlée par Kiev. D'un autre côté, l'inconvénient est que les États-Unis pourraient se retrouver dans une guerre nucléaire contre la Russie. Là encore, nous avons un parfait exemple des avantages pour les États-Unis d'être le gendarme mondial par rapport aux risques et aux coûts qu'ils encourent dans ce processus. Et donc maintenant, vous avez une administration Trump à la Maison-Blanche qui pense, d'accord, l'Ukraine a, disons, une estimation de 12 000 milliards de dollars de ressources. Déjà, la majeure partie de cela est contrôlée par le côté russe. Les Britanniques et les Européens sont désespérés de conserver le contrôle de ce qui reste de l'Ukraine, mais ils ont besoin de nous pour fournir des garanties de sécurité. D'un autre côté, la Russie possède une richesse en ressources estimée entre 75 et 90 trillions de dollars qu'elle nous propose de développer conjointement. Et la sécurité est gratuite, car les Russes la fournissent déjà, et ils ont une domination escalatoire dans la région. Il n'y a donc aucun risque de glisser dans un scénario de Troisième Guerre mondiale ou de confrontation nucléaire. Il y a une base de richesse beaucoup plus grande à développer ensemble, et nous n'avons plus besoin de financer le gouvernement ukrainien. L'analyse coût-bénéfice entre ces deux choix est si évidente que je pense qu'il est clair que l'administration Trump va abandonner les Européens et les Britanniques à leur sort et qu'ils s'allieront probablement avec la Russie. Et cela ne devrait pas sembler si étrange. Comme vous l'avez dit, les arrangements politiques ne sont pas éternels. Ils changent. Et vous savez, même si nous avons été conditionnés pendant des décennies, Russie, mauvais, Poutine, maléfique, et ainsi de suite, les États-Unis ont eu une amitié très étroite et une alliance avec la Russie pendant la majeure partie du XIXe siècle. En fait, si ce n'était pas pour la Russie, les États-Unis n'existeraient probablement pas aujourd'hui. C'est l'intervention russe pendant la guerre civile aux États-Unis en 1863 qui a aidé Lincoln à préserver l'Union, qui était en train d'être démembrée par encore une fois Paris et Londres. Oui, non, je trouve fascinant comment les gens ont adhéré à ce récit. Encore une fois,
Toutes les stratégies de sécurité américaines après la guerre froide se sont concentrées sur la manière de perpétuer l'hégémonie pour que les États-Unis restent dominants. Et pourtant, chaque fois que vous obtenez des informations sur les fuites de la CIA et tout, vous savez, à travers Wikileaks, c'est toujours très explicite ce qu'ils font en coulisses, c'est-à-dire vendre l'hégémonie comme un projet de droits de l'homme et de démocratie. Mais en même temps, tout le monde en Allemagne, j'ai vu les ministres en parler là-bas, « Oh, nous avons besoin de ce lithium d'Ukraine si nous voulons avoir cela pour alimenter nos nouvelles technologies et ce Green New Deal. » Vous voyez, aux États-Unis, ils parlent sans cesse de tous les billions de dollars de lithium, des ressources naturelles ukrainiennes. Et puis bien sûr, quand vous ouvrez le journal, oui, liberté, démocratie, comme si c'était à cela que l'Empire se consacrait, pour s'assurer que les Ukrainiens vont bien. Je veux dire, c'est vraiment absurde, mais ils parviennent quand même à vendre cet argument encore et encore. Mais je voulais poser une question sur l'OTAN, parce que j'ai vu que vous aviez prédit, ou du moins attendu, que l'OTAN s'effondrerait et se désintégrerait. Mais c'était il y a un moment. Et à cette époque, je suppose que beaucoup de gens auraient peut-être été un peu sceptiques face à de tels arguments. Mais soudainement maintenant, au cours des derniers jours, avec Elon Musk qui s'exprime sur Twitter, vous savez, pourquoi sommes-nous encore dans l'OTAN? Blablabla. Cela soulève la question, pourquoi pensez-vous que l'OTAN, eh bien sinon sur sa dernière jambe, a des défis à relever? Elle pourrait ne pas s'effondrer, mais il y a beaucoup de pression sur elle maintenant. D'accord. Alors Glenn, si tu me permets, avant de répondre à cette question, je veux revenir un instant sur la question des ressources. Oui, allez-y. On nous encourage toujours à penser que nous devons être présents ou dominants dans une partie du monde parce que nous avons besoin du lithium, parce que nous avons besoin du pétrole, parce que nous avons besoin de ceci ou de cela. Et c'est encore une fois un faux récit qui s'infiltre d'une manière ou d'une autre dans les discussions. Mais c'est faux parce que, vous savez, j'ai grandi en Croatie, n'est-ce pas? J'ai vécu en Suisse une partie de ma vie. Vous savez, aussi loin que je me souvienne, chaque fois que vous alliez à la station-service, vous pouviez acheter de l'essence, vous pouviez acheter du diesel. Dans les magasins, vous pouviez acheter du chocolat et du café et toutes sortes de choses que nous n'avions pas. Mais néanmoins, nous les avions, n'est-ce pas? Je veux dire, nous ne les produisions pas, nous ne les cultivions pas, mais nous les avions quand même. Alors, comment les avons-nous obtenus? So, Roy, de your freaking word. So how do we get them? We got them by trade. So anything you want to have, lithium, oil, Donc tout ce que vous voulez avoir, lithium, pétrole, gaz, fer, terres rares, vous pouvez l'acquérir par le commerce. Vous exportez ce que vous avez, vous acquérez ce dont vous avez besoin. C'est une chose simple, et la plupart des pays fonctionnent de cette manière. Même RFK Jr., je pense, est tombé dans ce piège car il expliquait pourquoi les États-Unis devaient continuer à soutenir Israël, disant que nous devons maintenir notre hégémonie sur cette région à cause des ressources en pétrole et en gaz dont nous avons besoin. Eh bien, vous pouvez toujours les acheter. Le seul segment de notre société qui a besoin de contrôler cela, encore une fois, est le segment bancaire, car cela ne leur sert à rien d'acquérir simplement cette ressource. La seule façon de profiter de cette ressource est s'ils font les prêts avec lesquels ces ressources sont développées et échangées. De toute façon, donc toujours, vous savez, l'Allemagne n'a pas besoin d'être n'importe où pour le lithium. Ils peuvent simplement l'acheter. La Croatie n'a pas besoin d'être n'importe où pour avoir du café, du chocolat et de l'essence. Nous l'achetons simplement. Donc je voulais juste m'assurer que cet argument ne justifie la suprématie de personne ailleurs. C'est pas ça. Ce sont les cartels bancaires qui ont besoin de ces ressources comme garantie, car ils obtiennent alors ce gigantesque tapis roulant de richesse qui afflue de partout dans le monde,
vers leurs centres bancaires, même s'ils ne les développent pas, ne font pas de guerre, ne maintiennent pas de base militaire là-bas, ne commercent pas, ne raffinent pas, n'expédient pas, ne font rien. Néanmoins, la majeure partie de cette richesse leur revient. Bon, revenons à l'OTAN. Déjà, la guerre en Ukraine a commencé à éroder les fondations de l'OTAN, parce qu'il est devenu clair pour les gens que ce n'est pas une alliance défensive, mais en réalité une alliance agressive. L'OTAN est présente en Ukraine depuis 1991. Elle a formalisé sa présence en 1987 avec l'accord, je pense qu'il s'appelait l'accord de partenariat distinctif. Il a été signé à Madrid en 1987 et elle n'a cessé de se renforcer depuis. Il est très clair que l'OTAN a été l'un des principaux soutiens militaires de l'Ukraine, et pas de manière défensive, car beaucoup de gens comprennent aujourd'hui que la guerre de la Russie en Ukraine n'était pas non provoquée, qu'elle a été très provoquée, et que l'OTAN y a joué un rôle. Bien sûr, il y a eu l'expérience de la Libye, il y a eu le bombardement de la Yougoslavie en 1989. Donc je pense que la désaffection envers l'OTAN existait déjà à ce moment-là, mais je pense que l'Ukraine l'a beaucoup exacerbée. Cela nous a amenés au point où de nombreux pays ont déjà clairement indiqué que si l'article 5 était invoqué pour unir les forces et entrer en guerre contre la Russie, de nombreux pays diraient non. Ce n'est pas pour cela que nous avons signé et nous ne le ferons pas. La Hongrie en fait partie, la Slovaquie en fait partie, la Croatie en fait partie, et je pense qu'il pourrait y avoir plus de pays impliqués à mesure que le processus démocratique en Europe fait son effet. Je pense que si ce n'était pas pour l'ingérence dans les élections en Roumanie, la Roumanie serait l'un de ces pays. Deux des plus grandes armées de l'OTAN, les États-Unis et la Turquie, ne sont même plus en bons termes, et elles cherchent toutes deux à se retirer de l'OTAN, à retirer leur soutien. Donc essentiellement ce que vous avez, c'est la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, et ensuite un certain nombre de petites puissances européennes qui, si vous les réunissez toutes, auraient du mal à assembler une armée de 50 000 hommes. Et vous savez, nous avons des informations selon lesquelles l'armée allemande croit avoir suffisamment de munitions pour environ 2 jours pour un combat intense contre la Russie. L'OTAN, dans son ensemble, de manière optimiste, a peut-être 2 mois de réserve. Ils n'ont aucune capacité de monter en puissance dans leur approvisionnement et production de munitions. Et donc, c'est une alliance très très faible qui a laissé les pays individuels vulnérables. Et je pense qu'en tant que tel, cela ne justifie plus le budget que les pays doivent payer pour être membres de l'OTAN. Puis est venue l'administration Trump, qui a dit, eh bien, vous allez devoir augmenter vos contributions à l'OTAN à 5% de votre PIB. Si l'Allemagne payait 5% de son PIB à l'OTAN, cela représenterait la moitié du budget du gouvernement fédéral. C'est impossible. Et évidemment, l'administration Trump a apprécié cela. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fixé une condition impossible pour même être dans l'OTAN. Et je pense qu'ils se sont simplement donné un prétexte et une raison de se retirer. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne le fassent. À ce moment-là, tout l'objectif de l'OTAN cesse simplement d'exister. Oui, non. Je trouve intéressant ce que vous avez dit sur la logique derrière cela. Parce qu'en Europe, tout le monde semble être tellement perplexe et tout est coloré, vous savez, en bon gars contre méchant. Eh bien, pourquoi l'Amérique? Vous savez, Trump est autoritaire. Il préfère les autoritaires aux démocraties. C'est un peu la seule façon de penser que nous avons, vous savez, qui est le bon ou le mauvais. Mais cela a du sens, parce qu'au départ, pour les États-Unis de s'associer avec l'Europe,
Cela avait beaucoup de sens au début des années 90, je suppose, car il y avait alors une opportunité de piller la Russie aussi. Et nous avons vu cela avec cette privatisation désastreuse. Vous avez eu la montée de tous ces oligarques en Russie, et tous ont soudainement commencé à résider à Londres et aux États-Unis, commençant effectivement à diriger la Russie, parce qu'ils contrôlaient non seulement les marchés, l'économie et les ressources naturelles, mais aussi les médias, gagnant de plus en plus d'influence politique. Et ils ont fait cela depuis Londres et les États-Unis, risquant de transformer la Russie en une colonie. C'est à ce moment-là que Poutine a commencé à nationaliser beaucoup de ces choses et à s'en prendre aux oligarques qui tentaient d'interférer dans la politique. Donc, nous avons en quelque sorte essayé de les repousser pendant un certain temps. Les Russes ont essayé de renverser une partie de cela, rêvant à nouveau des années 1990. Mais maintenant, ce que fait Trump a du sens si nous sortons de cette mentalité binaire, démocratie contre autoritarisme. Parce que si les États-Unis peuvent maintenant commercer avec la Russie et vraiment développer beaucoup de leurs ressources naturelles, c'est un énorme défi. Cela implique beaucoup d'argent. Et cela permet aussi à l'Amérique de réduire ses coûts en Europe. L'Amérique s'est épuisée, je veux dire, elle est dans le trou de 36,5 trillions de dollars. Et en même temps, empêcher la Russie de se rapprocher trop de la Chine, créant ainsi des centres de pouvoir alternatifs ou concurrents. De plus, il n'est pas clair pour moi ce que les Européens suggèrent comme alternative, qui semble être « allons en guerre avec la Russie », ce qui est une proposition absurde. Mais vous avez mentionné la faiblesse de l'Europe si les Américains partent, car si l'Amérique quitte l'Ukraine, il semble qu'il puisse également se retirer d'Europe, ce que vous savez, Exet et d'autres ont indiqué vouloir faire. Mais que peut faire l'Europe maintenant? Ont-ils des options? Et s'il n'y a pas d'autres options, allons-nous en guerre? Allons-nous accepter une position très, je suppose, réduite dans le monde? Que voyez-vous dans notre avenir? Je pense que les établissements au pouvoir en Europe vont redoubler d'efforts sur la même stratégie qu'ils poursuivent depuis de nombreuses années. Revenir à être des nations indépendantes et neutres, s'occupant de leurs propres affaires, est peu probable. Et je pense que le danger est que ce processus de militarisation et de nazification de l'Europe va s'intensifier. Et je pense que nous pouvons déjà le voir parce que même si, je vais prendre du recul un instant, ma conviction est qu'il s'agit d'une forme d'ingénierie sociale, un processus et une technologie qui ont été mis en œuvre en Allemagne dans les années 1930 et ont été mis en œuvre en Ukraine entre 2014 et aujourd'hui. Et le processus commence par l'appauvrissement des nations, la destruction de leurs économies. C'est ce que nous avons vu en Allemagne à partir des années 1920, et c'est ce que nous avons vu en Ukraine pratiquement depuis son indépendance. Comme je l'ai mentionné, l'OTAN est présente en Ukraine depuis 1991. George Soros y a établi ses fondations à peu près à la même époque. Divers gouvernements ukrainiens ont été conseillés par des conseillers occidentaux, y compris le FMI et la Banque mondiale, sur la manière de développer leur économie. En conséquence, l'économie de l'Ukraine entre 1991 et 2014 a été l'économie la moins performante au monde. Dernier, n'est-ce pas? C'était l'un des 5 seuls pays au monde dont le PIB a diminué au cours de ces 24 années, de 1991 à 2014. So from 1991 until 2022, 2014. Interestingly, on the list of 5 nations with negative GDP. Fait intéressant, sur la liste des 5 nations avec une croissance négative du PIB,
figuraient également la Moldavie et la Géorgie. Ainsi, l'économie de l'Ukraine a diminué de 35% au cours de ces 24 années, celle de la Géorgie de 15%, et je pense que celle de la Moldavie, si je me souviens bien, d'environ 9%. Ces trois pays ont été désignés comme des nations à utiliser comme tête de pont contre la Russie. Je pense donc que la première étape de la militarisation et de la nazification de toute nation est de détruire l'économie. Et ce que vous obtenez ensuite, c'est un taux de chômage des jeunes très élevé. Vous avez beaucoup d'hommes qui n'ont pas d'emploi, pas de perspective, pas d'avenir, aucun moyen de réaliser leurs aspirations dans la vie, vous savez, se marier, avoir une maison, fonder une famille. Et donc ce que vous faites ensuite, c'est que vous entrez avec ces idéologies d'extrême droite. Vous commencez à blâmer la situation sur l'ennemi désigné. Ainsi, en Allemagne, c'était les communistes, les soviétiques. En Ukraine, c'était la mafia juive moscovite. Tu sais, c'était l'ennemi désigné. L'ennemi, c'était Moscou. Et puis tu commences à financer ces groupes, tu sais, C14, Bataillon Azov, Bataillon Haïdar, Secteur droit, et ainsi de suite. Et tu commences à leur donner de l'argent et à gonfler leurs rangs. Et donc maintenant, tu recrutes particulièrement des gens dans ces organisations à partir de clubs, de hooligans de football. Donc tu trouveras dans beaucoup d'endroits en Europe, étrangement, que les clubs de supporters de football sont bien financés. Et ainsi commence la formation de ces bataillons Azov et de ces types d'unités dont le but n'est pas d'aller combattre l'ennemi. Leur but est de terroriser la population locale et ensuite, à un moment donné, de conscrire de force des gens dans la rue pour aller combattre l'ennemi. L'épisode en Allemagne, dans les années 1930, était avec le mouvement des chemises brunes, qui, je pense, comptait en 200 personnes, non, c'était 31. Brown shirt movement, which I think in 1930 or 1931 numbered around 200 people. The German population didn't take them seriously. La population allemande ne les prenait pas au sérieux. Il les trouvait un peu ridicules. Mais au moment où Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, leur rang comptait 2 millions de personnes. Eh bien maintenant, c'est plus si drôle. Et donc si vous regardez autour de l'Europe, nous voyons qu'en ce moment, nous sommes en train de détruire nos économies. Il y a cette désindustrialisation, à l'exception du secteur de la défense. Le niveau de vie est en baisse, le chômage des jeunes augmente, et vous trouverez également que dans pratiquement tous les pays, Suède, Finlande, Hongrie, Allemagne, France, Espagne, Croatie, pratiquement tous les pays que vous regardez, y compris la Pologne, vous avez ces organisations néo-nazies qui organisent des marches et des parades aux flambeaux. Étrangement, ils ont tous de beaux uniformes, ils ont de belles bannières et pancartes, et leur nombre augmente. En même temps, nous voyons que les dirigeants européens ne parlent pas seulement de conscription et de financement d'une industrie de réarmement, mais nous voyons aussi que des centaines de milliards de dollars affluent déjà vers, vous savez, les soi-disant industries de défense. Il me semble donc que tout le processus de militarisation du continent et de nazification est déjà en cours. Peut-être en est-il à ses débuts, donc ce n'est pas encore tout à fait évident. Mais je pense que si nous ne sommes pas alertes, si nous ne sommes pas vigilants, dans quelques années, cela a pris environ 7-8 ans en Allemagne. It took about 7-8 years in Germany. It took about 7-8 years in Ukraine. Cela a pris environ 7 ou 8 ans en Ukraine. Je pense que dans quelques années en Europe, nous pourrions avoir des types similaires de voyous que nous voyons maintenant sur les réseaux sociaux, en train d'enlever des hommes dans les rues d'Ukraine. Nous pourrions avoir des personnes similaires faisant la même chose dans les rues des villes européennes. Et ensuite, ce pourraient être nos enfants qui vont disparaître vers les fronts et réapparaître sous le drapeau de leur nation en tant que, vous savez, héros tombés. Donc je pense qu'en Europe, nous devons être très prudents. Nous devons être très vigilants. Nous ne devons pas nous laisser réduire au silence et intimider jusqu'à la soumission, parce que l'avenir de nos enfants
en dépend réellement. Because our children's future actually depends on this. Ce à quoi vous faites référence, ce qui s'est passé en Allemagne, est intéressant, car Dubois a écrit à ce sujet dans un article en 1941, dans lequel il a souligné que ce qui s'était passé en Allemagne, l'économie politique fasciste, avait en fait commencé à se développer avant que les fascistes n'arrivent au pouvoir, qu'elle avait sa propre logique. Après la Première Guerre mondiale, ils ont vu la destruction de la classe moyenne, c'est-à-dire que tous les revenus, la propriété, la valeur, les économies, tout avait été détruit. Il a soutenu que cela a créé, selon ses mots, une révolution dans l'esprit des hommes en Allemagne, parce que cela a changé toute la relation entre le peuple, les entreprises et l'État. C'est-à-dire que les gens étaient tellement appauvris. Et puis bien sûr, vous aviez l'économie politique fasciste des entreprises et de l'État allant de pair. Et bien sûr, ensuite, on soumettait l'individu qui avait très peu à faire. Il ne peut pas se lever parce qu'il ne peut pas s'allier avec l'entreprise contre l'État, ni avec l'État contre les entreprises. Et à la place, vous avez vu cette utilisation d'une haine très extrême de l'autre, de nos adversaires. Ce militarisme, beaucoup de ces choses très laides, qui ont ensuite créé cette idéologie nécessaire et la croyance organique en la nation comme quelque chose qui devrait tous servir et pour laquelle ils devraient mourir. C'était intéressant. Il a effectivement dit que, vous savez, cet érudit américain était noir, cependant, donc il n'était pas en faveur de cela. Il vient de dire que c'est le modèle économique qui a de fortes incitations à suivre. Et il a suggéré qu'à terme, nous allons tous suivre cette direction. Mais oui, je suppose une brève question avant que nous manquions de temps. Connaissez-vous Trump? Il a cette nouvelle pensée économique. Il veut inverser le déclin de l'Amérique. Parce que, encore une fois, comme vous l'avez mentionné auparavant, l'empire est coûteux. C'est en argent ainsi qu'en réputation, c'est-à-dire que la légitimité a disparu, mais aussi, et les ressources ont été envoyées du centre vers la périphérie. Tout à l'intérieur s'effondre. Infrastructure, évidemment terrible. Inégalité économique, salaire stagnant. Avec cela, vous obtenez de l'instabilité sociale, de l'instabilité politique, de la polarisation. Donc tous les problèmes sont déjà là. Mais maintenant, il a ses idées, parce que, à première vue, beaucoup d'entre elles semblent un peu superficielles. Personnellement, je suis un grand fan du système américain, donc des politiques industrielles du 19e siècle. Je peux donc apprécier les tarifs en termes de donner à votre industrie naissante le temps de développer sa compétitivité face aux industries matures. Beaucoup. Mais il ne semble pas avoir beaucoup d'autres outils à part les tarifs. Ou voyez-vous quelque chose de différent? Bien sûr, s'il s'éloigne de l'Europe en tant que sensu, presque comme le site Rubio, et se tourne vers un partenariat avec l'État-providence, bien sûr, cela pourrait changer. Mais voyez-vous un quelconque optimisme derrière son programme économique? Je pense que la crise économique aux États-Unis est précisément le talon d'Achille de son administration. Et donc je pense que, vous savez, je ne prends pas les déclarations ouvertes comme je ne leur accorde pas trop d'importance parce que je pense qu'en partie elles servent à établir la position de négociation, vous savez, vis-à-vis de l'Europe, du Mexique, du Canada, de la Chine et ainsi de suite. Parce que les tarifs en eux-mêmes, à moins de préparer très soigneusement le terrain pour eux, tout ce que vous allez faire, c'est importer de l'inflation. Vous savez, si vous augmentez les prix des voitures européennes, les fabricants nationaux vont immédiatement en bénéficier. Et vous savez, l'inflation est déjà un problème, et elle réapparaît dans l'économie américaine et en Europe. Et puis en imposant simplement des tarifs, vous aggraveriez cela. Mais le moteur ultime de l'inflation monétaire est le fardeau de la dette impossible que les États-Unis partagent avec d'autres nations européennes.
Et la façon de gérer la dette est que, eh bien, vous avez essentiellement trois façons de procéder. L'une est le défaut de paiement. Vous dites que ces dettes sont impayables. Nous ne les payons pas, tant pis. Vous savez, les bons du trésor que vous possédez ne valent rien. Mais c'est politiquement très difficile à faire. Et cela ne va pas arriver. Une méthode de défaut de paiement est par l'inflation. Vous vous contentez de faire disparaître la dette par l'inflation. C'est donc une possibilité qui est, disons, politiquement plus facile et qui donne à l'administration du temps et de l'espace de manœuvre pour le faire. Mais une autre méthode consiste à augmenter la richesse et la productivité de votre propre système économique. Dans une situation où votre système est saturé de dettes, vous ne pouvez pas apporter de nouveaux collatéraux autrement qu'en allant les conquérir ailleurs. De ce point de vue, l'objectif déclaré de Trump de possiblement intégrer le Canada aux États-Unis et aussi le Groenland pourrait en fait servir à augmenter la richesse du système économique américain et ainsi réduire le risque lié à cet excès de dette. Je pense donc que toutes ces idées offrent à l'administration Trump un espace de manœuvre qu'elle peut utiliser. Ils peuvent utiliser les tarifs initialement comme un outil de négociation, comme une monnaie d'échange avec la Chine, l'Europe, le Mexique, etc. Et puis en intégrant l'industrie automobile du Mexique, les fabricants de puces de Taïwan, etc., ils peuvent commencer à créer des protections tarifaires pour eux. Ensuite, en concluant des accords majeurs pour le développement des ressources avec la Russie, en intégrant le Canada aux États-Unis, en intégrant le Groenland aux États-Unis, tout cela peut augmenter la valeur et la richesse en ressources de l'économie américaine. Et puis, nous n'avons toujours pas abordé la partie monétaire, où vous savez, je pense que tout le monde comprend que le dollar est condamné, que ce n'est qu'une question de temps. Gérer une transition vers un nouveau système monétaire sera également, peut-être que cela ne sera pas nécessaire pendant les 4 ans sous Trump, mais ce n'est qu'une question de temps. Toutes les monnaies fiduciaires basées sur la banque de réserve fractionnaire finissent par perdre progressivement leur pouvoir d'achat, et cela tend vers zéro. Et je pense que toutes les économies de l'Occident sont maintenant à risque de stagflation et possiblement d'hyperinflation, ce qui ferait chuter la valeur de leur monnaie à zéro. Je pense donc que la préparation de monnaies alternatives et de systèmes de paiement alternatifs est certainement discutée sous l'administration Trump, et nous le découvrirons avec le temps. Mais, vous savez, beaucoup de ces mouvements politiques ne peuvent pas être discutés ouvertement, car ils s'exposeraient à des attaques. Je pense qu'ils devront nous prendre collectivement par surprise avec cela, et donc je pense que nous le découvrirons quand cela arrivera. Mais étant donné que cette administration bouleverse à peu près tout, y compris la discussion sur l'élimination de l'impôt sur le revenu des particuliers, nous ne devrions pas être surpris, si disons-le ainsi, nous devrions nous attendre à des surprises. Je ne sais tout simplement pas ce qu'elles pourraient être. S'il y a quelqu'un capable de lancer de grandes surprises dans le monde, je suppose que c'est Donald Trump. Il a un talent pour ça. Quoi qu'il en soit, avant de nous déconnecter, où les gens peuvent-ils vous trouver? Eh bien, je suis actif sur X. Mon pseudo est NakedHedgie. J'ai une publication quotidienne sur Substack pour les investisseurs et les traders appelée iSystem Trend Following. Ensuite, j'ai un Substack personnel où j'écris moins fréquemment, mais sur une gamme plus large de sujets, qui s'appelle le Substack d'Alex Greiner. Ce sont les 3 principales plateformes où je suis actif.
D'accord, super. Eh bien, merci beaucoup. Ça a été excellent de vous parler. J'attendais cela avec impatience et ça a été formidable. Alors merci beaucoup. J'espère pouvoir vous parler à nouveau. Thank you, Glenn. It was a Sweber pleasure, plezier and, i zaczerne probczeniu.